Le paranormal. Depuis la nuit des temps, l'être humain se retrouve confronté à ce monde étrange et mystérieux. Fantômes, esprits, créatures cryptozoologiques, monstres, démons, et la liste est encore longue. Fascinante, terrifiante, parfois montée de toutes pièces, les histoires sur ce sujet nous plongent dans une dimension inconnue et perturbante. Le cinéma a bien compris la manœuvre et se plaît à produire des métrages en lien direct avec des événements inexplicables. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cinétrange. This is a special. Les amis fans de ciné, content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cinétrange. Il existe beaucoup de films qui se disent inspirés d'événements réels. C'est d'ailleurs une technique marketing assez connue et souvent erronée. C'est pourquoi je vous propose de faire la lumière sur 3 métrages inspirés de phénomènes paranormaux. J'ai essayé d'en sélectionner des moins connus que ce que l'on voit d'habitude, mais tout aussi flippants. Chacune de ces histoires mériterait clairement une vidéo entière, mais j'ai compressé les informations pour vous présenter ces 3-là. Et on démarre tout de suite avec... En 1972, à Toronto, une étude de parapsychologie est menée. L'expérience Philippe. Le but de celle-ci est de prouver qu'en inventant un fantôme de toutes pièces, un groupe de personnes pouvait, par simple volonté, créer la présence spectrale et communiquer avec elle. La direction de l'étude revenait au Dr George Owen, généticien et mathématicien, avec la supervision d'un psychologue, le Dr Joel Wheaton. Le groupe test était composé de personnes bien différentes. L'épouse du Dr Owen, l'ancienne présidente de Mensa au Canada, Margaret Sparrow, un designer industriel et son épouse, un ingénieur en chauffage, 2 comptables et une étudiante en sociologie. Tout d'abord, il fallait créer le revenant et son histoire. Né en 1624 en Angleterre, Philip Aylesford s'enrôle rapidement dans l'armée et est fait chevalier à l'âge de 16 ans. Impliqué dans la guerre civile anglaise, il devient également un espion pour Charles II. Après un mariage malheureux, il tombe amoureux d'une gitane qui se fait brûler pour sorcellerie. Inconsolable et désespéré, il met fin à ses jours en 1654 à l'âge de 30 ans. Il s'agit ici des grandes lignes, car l'histoire de Philippe a été minutieusement détaillée pour que chaque individu du groupe puisse pleinement se concentrer sur un maximum d'éléments lors des séances prévues. Celle-ci se déroulait comme toute session de spiritisme, le groupe s'asseyant autour d'une table. La différence ici, c'est que l'attention était focalisée uniquement sur Philippe et son histoire, afin de potentiellement le faire apparaître et communiquer avec lui. Durant les premières séances, dans une pièce bien éclairée, rien ne se fait ressentir. Le Dr Owen met alors l'équipe en condition, notamment en baissant les lumières pour avoir une approche plus spirit. À partir de là, des événements commencent à se produire. Des courants d'air inexpliqués, des coups entendus dans la pièce, ou la table qui se met à léviter. Le groupe est à la fois fasciné et terrifié par ce qui est en train de se produire. Et petite précision, toutes les séances ont été documentées et filmées. Now he's doing it over in that corner. Come on, Philip, louder and louder. Louder. That's better. Oh, good for you, Philip. You All right. have your bottle of beer. Congratulations, Philip. Au fur et à mesure des séances, les phénomènes s'intensifient et l'entité semble répondre juste à plusieurs questions qui lui sont posées.
Apparemment, le groupe aurait réussi à créer un fantôme et à communiquer avec lui. Bien que des phénomènes se soient produits pendant les séances, capturés en audio ou en vidéo, les sceptiques n'y voient pas là de véritables manifestations paranormales. Il pourrait s'agir de l'effet idéomoteur, un concept psychique qui pousse les participants à déclencher, même inconsciemment, des gestes ou des bruits permettant d'accéder à ce que l'esprit souhaite voir ou entendre. Cependant, la communauté sceptique valide l'aspect psychologique de l'étude menée. Les résultats finaux de cette expérience sont très mitigés. Bien que d'autres études du même genre aient été mises en place, rien de similaire ne s'y est produit. Qui plus est, la majorité des événements survenus peuvent être explicables par d'autres biais que le paranormal et la prise d'informations lors des séances n'était apparemment pas faite de manière rigoureuse ou exempte d'éléments extérieurs pouvant fausser les données. Quoi qu'il en soit, l'expérience Philippe est reconnue comme étant un pas de plus dans la direction de la capacité psychique humaine et sur ce que plusieurs esprits humains, fixés sur un seul but, seraient capables d'accomplir. Cette expérience est hyper intéressante. Je vous mets le lien vers divers extraits en description si vous voulez creuser un peu le sujet. Cette étude a inspiré le film Les âmes silencieuses, sorti en 2014 et réalisé par John Pogge. Bon alors quand je dis inspiré, faut quand même avouer qu'il y a eu pas mal de changements. Nous suivons ici le professeur Joseph Coupland qui, en 1974, engage quelques-uns de ses étudiants de l'université d'Oxford pour une expérience particulière. Le but est de guérir Jane, une jeune femme apparemment possédée. En parvenant à la guérir avec l'aide de la psychologie et de quelques médocs, il parviendrait à prouver que le paranormal n'existe pas et que tout cela n'est qu'une forme de science qui n'a pas encore été découverte. Cependant, le traitement inhumain infligé à Jane va pousser le caméraman du groupe, Brian, à passer à l'action, surtout que l'entité qui se fait appeler Evie semble de plus en plus réelle. Bon, mis à part l'aspect de l'étude scientifique et que tout est filmé, il n'y a pas vraiment de similitude. On peut noter que dans le film, le professeur Coupland cherche à guérir les éléments surnaturels chez Jane, alors que dans l'étude réelle, le but était de créer quelque chose de paranormal. Dans le cas présent, la mention inspirée de faits réels est vraiment borderline. Mais ça permet de découvrir l'expérience Philippe qui, elle, s'est bel et bien déroulée. Et le film, au-delà de ça, reste quand même assez sympathique. Après, concernant la véracité des faits dans la vie réelle, je vous laisse juger. Maintenant, passons à une histoire beaucoup plus dérangeante où le lien entre les faits et le film est beaucoup plus fin. Au milieu des 70s, deux parapsychologues, Barry Taff et Kerry Gaynor, discutent ensemble dans une librairie de Culver City en Californie. Travaillant tous les deux à l'Université de Californie à Los Angeles, Barry Taff est titulaire d'un doctorat en psychophysiologie et Kerry Gaynor est diplômé en philosophie et se trouve être un hypnothérapeute aguerri. Ils s'intéressent tous deux aux phénomènes paranormaux. Leur discussion dans la librairie est interrompue par une certaine Doris Bitter. Elle s'approche d'eux et leur demande de l'aide car sa maison serait apparemment hantée. Ils se rendent le jour même dans la demeure de Doris au 11 547 Braddock Drive à Culver City. Ils y font la connaissance de ses 4 enfants, 3 fils, âgés de 10, 13 et 16 ans, et une fille âgée de 6 ans. Les discussions commencent. Les enfants disent qu'ils se font bousculer par une entité dans les couloirs de la maison et qu'ils se font même parfois gifler. Ils surnomment ce fantôme Mr. Wozit. Doris explique que des objets sont lancés sur elle par des forces invisibles et elle voit également des apparitions. Le pire reste les agressions. La jeune femme affirme avoir été agressée, physiquement et sexuellement par l'entité. Pour preuve, des ecchymoses sur ses jambes et à l'intérieur de ses cuisses. Tout en écoutant son histoire, les deux chercheurs sont perplexes, voire amusés. Ils ressentent pourtant une ambiance particulièrement tendue dans la maison et pour cause. Doris ne leur a pas révélé son passé tragique. Doris Bitter, née McGowan, est née en 1941 ou 1937 selon les sources. Vivant dans une famille de classe moyenne, l'alcoolisme de ses parents n'aide pas à entretenir de bonnes relations. Alors qu'elle est adolescente, elle se fait renier par ses parents. Sa vie va alors être une succession de mariages ratés, d'aventures de courte durée et de consommation problématique d'alcool.
Ses 4 enfants sont d'ailleurs de 4 pères différents. Elle s'en va alors vivre à Culver City, s'installant dans une maison délabrée, tentant tant bien que mal de joindre les deux bouts pour faire vivre sa famille. Sa relation avec ses enfants, et particulièrement ses 3 garçons, est passablement tendue. L'histoire que Doris raconte au parapsychologue les pousse à l'orienter vers un psychiatre avant de s'en aller de chez elle. Mais quelques semaines plus tard, de nouvelles personnes sont témoins de phénomènes étranges. Doris Bitter reprend contact avec Barry Taff et Kerry Gaynor qui décident d'enquêter. Je ne vais pas détailler ici l'intégralité de l'enquête, mais dans les grandes lignes, il s'est passé ceci. L'enquête démarre le 22 août 1974 pour une période d'environ 10 semaines. Durant celle-ci, les chercheurs ont pu constater plusieurs choses troublantes. Des zones inexplicablement froides dans la maison, des endroits avec des odeurs nauséabondes, des portes s'ouvrant toutes seules, des objets projetés à travers les pièces. Alors bref, le b.a.-ba en matière de manifestations liées à un poltergeist. Cependant, les éléments les plus tangibles de l'enquête restent des clichés photographiques pris durant les diverses observations. On y voit des arcs lumineux et des sphères de lumière qui n'ont, jusqu'ici, eu aucune explication. Il s'agit ici de l'information la plus pertinente des manifestations subies par Doris Bitter et sa famille. Le plus troublant dans cette affaire reste les agressions physiques et sexuelles subies par la jeune femme. La seule preuve existante de ces incidents est la présence d'ecchymos sur le corps de Doris Bitter. Aucune agression, quelle qu'elle soit, n'a été constatée visuellement lors de l'enquête. L'attaque la plus violente, racontée par la jeune femme, est celle où, une nuit, des entités plus petites lui auraient saisi les bras et les jambes, tandis que l'entité la plus forte l'aurait violemment agressée. Après l'enquête, la famille Bitter a déménagé plusieurs fois, et les événements paranormaux ne se sont pas arrêtés, même s'ils ont passablement diminué. Les rapports de Barry Taff et Kerry Gaynor sont, encore aujourd'hui, sujets à controverse, la faute à des éléments parfois brouillons, des événements explicables de manière rationnelle, et une détresse psychologique de la famille surpassant un possible état de hantise. Mais un doute subsiste sur plusieurs éléments et officiellement le sujet n'est pas clos. Un des fils de Doris Bitter, Brian, a témoigné en 2009 sur les événements, mentionnant que tout était bien réel et donnant quelques précisions supplémentaires. Doris Bitter, elle, est décédée en 1995 à l'âge de 58 ans d'un arrêt cardio-respiratoire. L'enquête continue encore d'intéresser les férus de paranormal et a donné lieu à un film, L'Emprise, sorti en 1982 et réalisé par Sidney G. Furie. Nous suivons Carla Moran, qui, une nuit, se fait violemment agresser par une entité invisible. Elle fuit alors chez une amie avec ses 3 enfants. Par la suite, elle va consulter un psychiatre qui lui propose finalement de se faire interner, ce qu'elle refuse. Alors que les agressions continuent, devenant de plus en plus violentes, Carla fait la connaissance de 2 parapsychologues qui acceptent d'enquêter sur son cas. Ils vont tout faire pour tenter de stopper cette entité. Bon, là on se rapproche quand même plus de l'histoire originale, même si plusieurs éléments ont été changés. Or déjà, 3 enfants au lieu de 4, le passé de la jeune femme est très peu mis en avant, et nous avons toute une séquence finale passablement what the fuck. Non mais sérieusement, les scientistes, ils pensaient vraiment pouvoir piéger l'entité en la cryogénisant dans de l'hélium liquide? Bien que plusieurs éléments soient transformés, si on prend le film tel qu'il est, il reste un très bon film d'horreur. Les agressions m'ont vraiment mis très mal à l'aise et la musique tambourinante qui les accompagne n'aide pas du tout à baisser la tension. Sans compter sur une scène finale absolument glaçante. Je conseille le visionnage aux personnes averties parce que ça va vraiment loin. Dans le récit conté par Doris Bitter, tout comme dans le film, nous n'avons pas le fin mot de l'histoire. Ce que l'on peut dire ici, sur les 2 aspects, c'est que nous avons affaire à un cas de hantise très particulier qui nous donne, qu'on le veuille ou non, froid dans le dos. Passons maintenant à la dernière histoire, et vous allez voir qu'ici, ça se termine par une catastrophe. Nous sommes le 15 novembre 1966 à Point Pleasant, en Virginie occidentale. Il est environ 23h30 et 2 jeunes couples se rendent à un ancien dépôt de l'armée pour y passer la soirée, histoire d'ouvrir quelques binous et passer un bon moment. Alors que leur voiture s'engage sur le chemin pour y accéder, une créature se trouve au milieu de la route. Ayant une apparence humaine, elle fait plus de 2 mètres de haut et semble ne pas avoir de bras mais 2 grandes ailes repliées.
Ce qui terrifie le plus les jeunes gens, ce sont les deux immenses yeux rouges du monstre qui semblent les fixer. Paniqué, le conducteur fait rapidement demi-tour et fonce pour rejoindre la route principale. Les occupants du véhicule voient alors la créature ouvrir ses ailes et, en un battement, se met à les poursuivre à une vitesse hallucinante. Le monstre finit par s'en aller dans l'obscurité, laissant les deux couples se rendre fissa auprès des autorités pour leur expliquer ce qu'ils viennent de voir. C'est le début d'une longue série d'observations de celui que l'on appelle le Mothman. L'homme papillon ou l'homme phalène en français, mais on va rester sur Mothman, ça claque quand même plus. Durant les mois qui suivent, les témoignages s'enchaînent. Un homme a aperçu la créature dans son champ avant que son chien ne disparaisse et sa télévision se mette à se brouiller sans raison. Plusieurs habitants se plaignent que le téléphone ne fonctionne plus. D'autres disent voir des yeux rouges luisants dans la nuit ou des lumières étranges dans le ciel. Tout cela interpelle un homme, John Keel. Écrivain et journaliste, il s'intéresse de près à toutes les histoires qui touchent au paranormal. Il se rend donc à Point Pleasant pour recueillir le maximum d'informations. Certains témoins affirment qu'ils ont entendu la voix du Mothman leur annoncer qu'une catastrophe était imminente. Une catastrophe est imminente. Au fur et à mesure de ses investigations, John Keel est saisi par un désagréable pressentiment. Il va se passer quelque chose de grave. Le 15 décembre 1967, en pleine heure de pointe, le Silver Bridge, qui relie Point Pleasant à Canoga par-dessus la rivière Ohio, s'effondre à cause d'une fissuration par corrosion. Lors de cet incident, 46 personnes perdent la vie. Après le drame, les apparitions du Mothman s'estompent. Une corrélation est alors rapidement faite. La créature présente à Point Pleasant et l'effondrement du Silver Bridge sont liés. Depuis, des témoins à travers le monde affirment avoir aperçu un Mothman avant d'autres incidents notables, faisant de ces êtres ailés des annonciateurs de catastrophes. Bien plus tard, à Point Pleasant, un festival du Mothman a été créé en 2002, une statue de plus de 3 mètres a été dévoilée en 2003, et le Mothman Museum and Research Center a été ouvert en 2005. Et le journaliste John Keel dans tout ça? Eh bien, il a sorti un livre en 1975 intitulé The Mothman Prophecies, traduit en français par La prophétie des ombres. Avant de bifurquer sur le film, revenons un instant sur cette affaire. D'après les derniers rapports en date, l'apparition vue par les deux jeunes couples en novembre 1966 aurait simplement été un oiseau. Une grue si on veut être plus précis. Ça a cette gueule-là. Et une petite hystérie locale aurait fait le reste. Il n'y aurait donc eu aucune apparition mystérieuse à Point Pleasant et encore moins de lien avec l'effondrement du Silver Bridge. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, en 2002, le livre de John Keel est porté à l'écran par Mark Pellington. On suit le journaliste John Klein qui, lors d'un voyage en voiture, se retrouve inexplicablement à Point Pleasant. La shérif Connie Mills l'informe que plusieurs choses mystérieuses se sont déroulées ces derniers temps. Le journaliste se retrouve malgré lui impliqué dans une enquête terrifiante où le Mothman semble avertir les habitants d'une catastrophe imminente. Bon, on est d'accord, là l'histoire est grandement enjolivée. Cependant, on se laisse quand même volontiers embarquer dans cette étrange enquête avec une bonne prestation de Richard Gere et des apparitions du Mothman à la clé. Perso, j'ai trouvé que la dimension de la créature dans le film était moins portée sur le côté extraterrestre que dans le livre, et c'est pas pour déplaire. Franchement, c'est un bon petit film d'horreur à consommer pépouze pendant une soirée pluvieuse. Quant aux événements de Point Pleasant, difficile de faire un constat précis des décennies plus tard. On sait que l'être humain peut rapidement se faire des films, et c'est la phrase parfaite pour amorcer la conclusion. Se faire des films. Cette phrase résume beaucoup de choses. Le paranormal a toujours fait partie de notre monde. Je trouve très intéressant de découvrir les histoires derrière ces films car elles permettent tout d'abord de mettre en lumière des sujets et des faits divers dont nous n'aurions pas connaissance sans le cinéma. Ces métrages nous racontent également l'histoire de personnes ayant vécu ces étranges événements. Qu'ils soient véridiques ou non dans notre réalité, ils le deviennent l'espace d'un instant dans le monde du cinéma,
Et c'est aussi pour cela que nous aimons les films d'horreur. Ils représentent cette fraction inconnue de notre réalité. Fans d'étranges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait hyper plaisir de revenir devant la caméra après tout ce temps passé sans vous. Découvrir quelles histoires se cachent derrière certains films, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet que je vous mets en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et comme d'hab, un clic sur ce bon vieux pouce bleu, un petit partage et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage.